Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf politique. Nous sommes à Paris, oui, comme vous le savez. Nous recevons aujourd'hui M. Da Silva, qui est angolais d'origine et qui a souhaité s'exprimer, réagir sur le dernier sommet qui s'est déroulé le 26 octobre dernier en Russie, le sommet Russie-Afrique à Sochi, qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Nathalie Yambe ne peut plus rentrer en France et une autre ancienne ministre burkinabé vient de pondre une tribune assez acerbe qui concerne la France. Bon, ben aujourd'hui, c'est une voix qui vient de l'Angola et vous savez, un pays assez trouble depuis quelques années. Monsieur Da Silva va donc nous donner son point de vue sur ce sommet-là. Bonjour, Monsieur Da Silva. Bonjour, merci de me recevoir dans votre émission. Je vous en prie, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, vous avez souhaité vous exprimer sur le dernier sommet, ou bien le premier, c'était le tout premier sommet Russie-Afrique. Pourquoi avez-vous eu envie de donner votre point de vue sur ce sommet-là? Oui, parce que j'ai vu que ce sommet a suscité beaucoup d'espoir auprès des Africains, mais sauf que j'ai un peu de doute qu'on est frappé à la bonne porte. Ah bon? Pourquoi vous doutez? Parce que là, on a des problèmes avec des Européens, occidentaux et européens. On veut être aidé contre ces problèmes qu'on a, mais je trouve que cette aide, on va le demander encore auprès d'autres Européens. Donc, au fond, ça ne change pas grand-chose. Vous pensez que, pour le cas de votre pays, l'Angola par exemple, vous êtes ancienne colonie portugaise. Oui. Pensez-vous que les Russes soient aussi, comment je veux dire, aussi moins bienveillants que les Portugais? Je dirais que pendant que j'étais en vie, moi, donc les Portugais avec lesquels j'ai vécu, donc la maltraitance, je ne l'ai pas vue. C'est mes parents et mes grands-parents qui l'ont vécu. Donc, on a vécu un peu plus mal un peu après l'indépendance, donc avec la présence des Russes dans le pays. Ah, donc après les indépendances, les Russes se sont installés en Angola, c'est ce que vous dites? Voilà, justement un peu avant, parce que c'est eux qui ont fait tout pour qu'un pays soit au pouvoir. Pour que? Pour que le parti de Dos Santos, qui était d'abord Acción Neto, c'est les Russes qui ont tout fait, les Russes et les Cubains qui ont tout fait pour que ce parti prenne le pouvoir. Parce que c'était au moment de transition, gouvernement de transition, que MPLA a fait appel aux sauveurs, soi-disant sauveurs, sur lesquels on compte, et pour courir avec les autres, pour que MPLA soit au pouvoir, pour mettre hors course les autres partis. D'accord, vous voulez dire... C'est ça qui est la source de la guerre civile. Vous voulez dire que quelqu'un comme Jonas Savimbi n'a jamais pu accéder au pouvoir parce que les Russes n'étaient pas d'accord, c'est cela? Oui, presque ça, parce que donc, lui, il n'était pas préparé. Alors que MPLA a fait appel aux Russes avec ses renforts, donc ils ont mis les autres dehors. Donc le temps que Savimbi se prépare pour avoir de l'aide de la part des autres, Savimbi et Odin Robert, donc c'était tard, parce que MPLA était équipé déjà, était en force. Et c'est ça qui est la source de la guerre civile. Qu'est-ce que vous avez vécu sous ce régime Eduardo Dos Santos soutenu par les Russes? Qu'est-ce que vous, Angolais, avez vécu dans le pays comme souffrance? Pour nous, Dos Santos, c'était comme si, c'est-à-dire qu'MPLA, le parti, c'est comme s'il avait pris le pouvoir juste pour remplacer le colon. Donc on n'avait pas l'impression d'être indépendant, donc il n'y a pas de liberté. Dans tout sens du terme, comme d'ailleurs moi je suis quelqu'un qui n'ai pas fini mes études parce que pour faire de longues études il faut être d'origine étrangère, donc ce qui fait qu'il y avait très peu de cadres angolais, voilà, donc il n'y avait pas vraiment de liberté. On va donc revenir sur ce sommet Russie-Afrique. C'est fort de votre vécu sous la dictature
d'Eduardo dos Santos soutenu, dites-vous, par la Russie, c'est fondé sur cela que vous dites que non, la Russie n'est pas la bonne porte à laquelle les Africains ont frappé. C'est bien cela? Surtout, c'est sur ça que je me base, oui, en partie. Est-ce que ce sont les Africains qui ont pris conscience qu'il faut se réveiller, ou bien ce sont les Russes qui veulent bousculer l'establishment en Afrique pour vous? Non, avant tout, comme on a vu, les démarches de Kemi Seba, donc c'est les Africains, surtout qui ont eu cette conscience, grâce à Kemi Seba, et de chercher, de se battre pour qu'on retrouve l'indépendance, parce qu'on croyait qu'on était indépendant, mais on vient de découvrir qu'on ne l'était pas. Et les Russes veulent profiter de l'occasion pour s'installer dans toute l'Afrique, comme ils sont déjà en Angola. Donc, pour eux, c'est l'occasion pour conquérir l'Afrique totale. Donc, ça veut dire que vous percevez cela comme étant une énième intrusion ou bien invasion des Occidentaux, voilà, en Afrique. Voilà. Lorsqu'on regarde le point de vue de Vladimir Poutine, qui est le leader incontestable de la Russie aujourd'hui, on a parfois l'impression qu'il est opposé à ce que les pays de l'Europe de l'Ouest colonisateur, je parle de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, du Portugal, on a l'impression, l'Italie, on a l'impression que la Russie de Vladimir Poutine est opposée à ces pays colonisateurs qui n'ont pas fini de coloniser les pays d'Afrique aujourd'hui. Vous n'avez pas cette impression-là vraiment, M. Da Silva? Oui, c'est l'impression que ça donne. Et comment je dirais, moi-même, je serais d'accord avec ça, mais sauf que, est-ce que cette impression qu'il donne, est-ce que, une fois, s'il arrive à ses fins et en finir avec les colons occidentaux, est-ce qu'il sera toujours ce qu'il prétend montrer être quelqu'un qui est pour la paix des Africains? Et vu ce que j'ai vécu moi-même en tant qu'Angolais sous l'empire des Russes, parce que Dos Santos pour moi il représentait les Russes, voilà, vu que c'est ce que j'ai vécu, comment ne pas être pessimiste quant à ses intentions? Alors, lors de ce sommet du 26 octobre à Sochi, il y avait moins de 40 pays africains. Vous trouvez que les pays africains ne sont pas unis et que ceux des pays qui étaient représentés ne représentent pas l'Afrique? Fallait-il que les 54 nations africaines y soient pour que vous trouviez qu'elles sont unies, les nations? Non, le problème, ce n'est pas le nombre de pays présents sur place. Le problème est que, quand je dis qu'il n'y a pas d'union, est qu'on ne se consulte pas entre nous avant d'y aller. Donc, il y a peut-être des gens qui ont d'autres idées à proposer. Donc, on ne s'accorde pas de l'importance entre nous, on ne s'accorde pas de la valeur, on ne reconnaît pas la valeur de notre Afrique. Hein. Donc, c'est là où je vois, c'est là où il y a des unions. Et maintenant, la conséquence est, puisqu'il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unité, au cas où les prétendants défenseurs demain deviennent des agresseurs, hein, comment allons-nous faire face? Puisqu'on n'est pas unis, donc on ne parlera pas d'une seule voix. Et surtout, et donc il y a toujours quelqu'un qui ouvrira la porte à l'ennemi. Donc on ne peut pas faire bloc. Donc c'est ça surtout le problème. Et chacun après regardera ses intérêts. Donc c'est ça le problème. Pourquoi je parle je suis inquiet de cette désunion. Donc là, même si c'était un seul pays sur place, mais ce qu'ils sont allés faire, ce n'est pas une mauvaise chose. Ils sont allés pour demander de l'aide pour l'Afrique, pour que l'Afrique puisse s'en sortir. C'est une bonne initiative.
Mais le problème est qu'au cas où demain les choses tournent à la vinaigre, comment on va se défendre puisqu'on n'est pas unis? Parler d'union, bon, écoutez, même ici en Europe, il n'y a pas une vraie union. Hein. Lorsque la France va au Mali, opération Barkhane, elle est bien seule là-bas. Hein. On me parle de l'Estonie qui est avec l'armée française, mais l'Estonie ne représente rien lorsqu'on parle des grandes nations européennes. Vous comprenez? Il n'y a vraiment pas d'union. Il n'y a pas d'union non plus ici en Europe. Hein. Donc même sans être unis en Afrique, on peut s'en sortir si on a de vraies institutions ou de vrais leaders, non? Vous ne trouvez pas? Non, même l'Europe n'est pas unie, oui, mais sauf que l'Europe, unie ou pas, ces pays, ces nations sont déjà forts, et très, très forts, et cette force, et cette différence est vraiment disproportionnée par rapport à l'Afrique. Donc l'Afrique dispersée ne fera pas le poids à un seul pays européen. Vous disiez, M. Da Silva, vous dites faire appel à Saint-Jacques, Saint-François, etc. C'est en dernier recours qu'on devait faire appel donc à Saint-Jacques, Saint-François. Vous comprenez par là faire appel à l'occidental. Et que vous demandez, vous demandez, est-ce qu'il n'y a pas de Saint Mamadou quelque part? C'est-à-dire, pourquoi faire toujours appel aux Blancs au lieu de compter sur les Africains? D'abord, est-ce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de pays africains sur qui on peut compter? Pour vous, pensez-vous qu'il y a un seul pays africain sur lequel les Africains peuvent compter aujourd'hui? Quand je parle de Saint-Mamadou, compter sur les Africains, c'est que comme Kémy Séba dit que le vrai messie pour l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. C'est d'abord dans ce sens que je vais. Mais maintenant, il ne s'agit pas de pays, forcément. Donc, un pays proprement dit que aussi fort qu'il peut faire face à ce genre de choses. En Afrique, il n'y en a pas. Mais les individus, individuellement, est-ce qu'il n'y a pas de gens, est-ce qu'il n'y a pas d'intellectuels qui proposent d'autres idées? Parce que ce n'est pas seulement question de force, ce n'est pas seulement question d'armement, mais il y a aussi de l'intelligence. Est-ce qu'il n'y a pas un Africain qui peut nous aider dans ce sens? C'est ça que je pense. C'est ce que vous voulez dire. Hein. Voilà. Vous citez Kémy Séba déjà à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur Kémy Séba qui avait déjà été en émission ici il y a un an? Qu'est-ce que vous pensez de lui? En tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie et qui fait une démarche. Comment je peux dire, c'est ce qui a donné l'espoir aux Africains. Donc, c'est quelqu'un que j'admire. Bref, donc voilà. Mais sauf que il a bien commencé. Donc là maintenant, il commence à avoir des interrogations. Ah bon? Qu'est-ce qui vous interroge sur lui? C'est le fait de recourir auprès des Russes, des gens à qui j'ai des doutes qu'ils soient vraiment de vrais sauveurs. Mais quand il était allé voir Salvini en Italie, est-ce que cela vous avait choqué? Ça, je n'ai pas vraiment suivi cette démarche. Il a été en Italie, vous savez qu'il a été là-bas? Oui, lui, c'est quelqu'un qui est partout actuellement, mais je n'ai pas suivi cette démarche, donc je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé. Pour vous, si Kémy Séba était allé voir qui, vous aurez été content? Il serait allé voir quel leader du monde vous aurez été content de lui? Pour moi, qui refait le tour, consulter les Africains d'abord, avant tout. Les Africains qui sont ici en Europe. C'est ce qu'il essaie de faire en Afrique, mais il est pourchassé, envoyé en prison, interdit de séjour dans tel ou tel autre pays, par ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir dans chacun de ces pays-là. Oui, mais comme j'ai dit, quand je parlais de voir ces Mamadou, donc c'est pas question de pays, donc je dis que ceux qui sont à l'étranger, comme ici en Europe, il y en a peut-être des gens. Le problème est qu'ils sont inaccessibles. Donc, s'il ouvre un peu les portes pour que tous ceux qui ont envie de rencontrer puissent le voir, parce que
Et c'est parmi ces gens-là qu'il peut y avoir des gens qui ont de bonnes idées. Qui est inaccessible, Kémy Séba ou bien les autres intellectuels? Et Kémy Séba comme beaucoup d'autres aussi. Ah, Kémy Séba est inaccessible pour vous? C'est pas facile d'accéder auprès d'eux. Donc, c'est les gens, peut-être, les gens qui sont déjà des célébrités, qui peuvent l'approcher quand ils veulent. Mais les inconnus comme nous... Je ne vais pas défendre Kémy Séba, le pauvre. Il doit recevoir au moins 100 sollicitations par jour. Pour lui parler, il faut que je passe par Eri Djehouti, qui est son bras droit. Et je le comprends. Car... justement, c'est dans ce sens, de l'autre côté, c'est pas de sa faute. Donc, parce qu'il est, comme vous dites, il est très sollicité. Donc, oui. C'est justement ça. Donc, si demain vous m'appelez, c'est quelqu'un d'autre qui répond, ne m'en voulez pas, parce que j'en reçois au moins 50 coups de fil par jour. C'est difficile de gérer tout ça en travaillant, vous comprenez? C'est pas pour défendre Kémy Séba, hein. Mon frère, j'ai des choses à te reprocher, mais là, je suis obligé de te défendre car je vis à peu près ce que tu vis. C'est pas évident à gérer, vous comprenez? Bon, aujourd'hui, si vous aviez des conseils à donner à ceux qui se battent pour la libération totale de l'Afrique, que leur diriez-vous? Je répète la même réponse. De se consulter entre les intellectuels, c'est que je trouve surtout hors de pays, dans les pays occidentaux. Vous avez apporté des papiers là. Je suis sûr qu'il y a des choses importantes là-dedans que vous souhaiteriez partager avec les téléspectateurs. Pouvez-vous les prendre et nous dire de quoi il s'agit? Nous donner des brefs commentaires sur chacun des papiers que vous avez. D'accord. Donc, quand je dis, donc, avant tout, je suis un philosophe analyste, je me trompe rarement dans mes analyses. Et par exemple, que j'avais en 1994, on attendait que Jacques Delors soit candidat. Mais j'avais prévenu Martin Aubry et que son père donc, venait sortir un livre. Il était capable de dire non et que même s'il était candidat, il n'avait pas vraiment les moyens de satisfaire les besoins des Français, c'est-à-dire de combattre le chômage. Donc voilà, donc c'est des choses-là. Dire non, mais même s'il était candidat, il n'allait pas s'en sortir. Il n'allait pas réussir. Donc il se trouve que, il m'a donné raison dans les deux cas, parce qu'il a dit que le livre qui venait de sortir, il n'a pas vu les gens qui l'ont soutenu, donc que même s'il était devenu président, il ne voyait pas avec quelle majorité gouverner. Moi, bien sûr, moi j'ai dit que le livre qui venait de sortir, donc il attendait le sondage, il attendait l'avis des Français. J'ai dit de sondage, mais c'était pas le sondage qu'il attendait, mais les gens qui allaient soutenir sa politique. Donc, mais l'important est qu'il avait prévu qu'il avait prévenu qu'il ne pourrait pas y arriver. Voilà. Vous l'avez prévenu par quoi? Par lettre ou bien? Par lettre. C'est ça, cette lettre? Voilà. C'est cette lettre-là que j'ai écrit à Martin Aubry. Okay. Et la phrase, il se trouve derrière, là où c'est en bas, donc c'est là où... Je crois qu'en tant que sa fille, vous savez parfaitement que le livre de M. Delors est une pré-candidature. Maintenant, il regarde attentivement la vie des Français, dont les sondages, il risque d'abandonner, lui aussi. Si jamais les sondages, lui, je n'arrive pas à dire ce que... si jamais les sondages le plaçaient dans une position défavorable. Et il a renoncé, comme vous aviez prévenu sa fille, le 5 décembre 1994. Voilà. Et comme dans la même phrase, dans la même lettre, troisième page, j'avais dit que si vous lisez, donc vous comprendrez que je dis qu'il n'avait pas vraiment le programme qu'il faut. Les téléspectateurs doivent savoir ce que je lis, donc c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas d'ailleurs se réjouir des erreurs de la majorité, parce qu'elles pourraient bien contribuer pour la victoire de la gauche. Mais en aucun cas, elles ne pourront ni rendre la gauche crédible, ni l'aider à résoudre l'équation imposée par le chômage.
Donc là, c'est pour dire qu'il n'avait pas d'idée qu'il faut. Pour régler le problème du chômage en France, ouais. À cette époque-là, 1994, donc, l'année 95. Oui, et dans son discours, donc, je viens de me rendre compte, je viens de réécouter il y a quelques jours, qu'il dit à la fin que les échecs de demain serait pire que les déceptions d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que l'échec vis-à-vis du chômage, donc ne pas réussir le mandat, c'est pire que ne pas être candidat. Donc voilà pourquoi il a suggéré de ne pas être candidat. Et il y a une réponse qui confirme bien que cette lettre existe, et la réponse de Martine Aubry. Ah, Martine Aubry, le 20 décembre, donc c'était 15 jours après que vous ayez écrit, Martine Aubry vous répond en tant que présidente. Présidente de quoi à l'époque? C'était une association pour aider les démunis. D'accord. Elle vous répond, monsieur, j'ai bien reçu votre lettre du 5 décembre 1994 et vous remercie de vos réflexions. Votre volonté d'engagement est précieuse car il n'y aura pas de réponse efficace à la lutte contre l'exclusion sans une large mobilisation de tous. Je conserve vos coordonnées et vous prie de croire, monsieur, à l'assurance de mes meilleurs sentiments. Signé Martine Aubry, présidente. Sauf que la réponse qu'elle m'a donnée n'a rien à voir avec ma lettre. Parce que ma lettre, c'était une demande d'audience et qu'on parle d'autres choses. Ouais. Vous savez, les gens de gauche en France, ça parle plus que ça n'agit. Je sais de quoi je parle. Ouais. Demandez à Jack Lang s'il n'a pas souvent reçu mes lettres à son domicile. Quand je n'étais même pas encore journaliste, je n'étais pas encore à l'école, j'avais toujours des réponses type comme ça. Jamais je l'ai rencontré. C'est toujours ça, les gens de gauche. Ils vont me tirer dessus et si quelqu'un veut démentir, qu'ils viennent, on va en parler. Voilà. Et ensuite, comme j'ai vu que la gauche était en danger, j'ai écrit au président de la République pour voir s'il m'aidait à rencontrer quelqu'un. Comme c'était lui le chef de file, le président de l'époque, François Mitterrand, oui. Comme j'avais du mal à rencontrer quelqu'un par mes propres moyens, j'ai écrit à François Mitterrand et qui n'a pas donné bonne suite à ma démarche. Donc, ça c'est tout. Donc, attendez, et que même dans cette lettre, je disais que même si la gauche gagnait, et une fois au pouvoir, il n'allait rien faire. Donc, et parce que la gauche, pour moi, était déjà presque finie, c'est pour cela qu'il fallait des gens qui ont des idées. Voilà. Et que, vous attendiez à quoi François Mitterrand n'avait pas vous répondre? Oui, mais il m'a répondu. Le 11 novembre 1994, M. Da Silva écrit Monsieur le Président de la République, Palais de l'Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e, objet demande de soutien pour accéder auprès d'un responsable politique. Donc vous souhaitez que le Président de la République diligente quelque chose, quelqu'un, voilà, parce que pour moi, missionne quelqu'un pour vous rencontrer en fait. Voilà, parce que pour moi, la gauche était en danger. Ben, il avait terminé, il avait fait ses 14 ans. Oui, mais il avait presque fait le choix de Chirac à l'époque. Voilà. Vous savez comment ça marche. C'est une monarchie républicaine. Je m'en vais, je choisis qui je veux et pas forcément quelqu'un de mon bord. Donc, voilà. Mais comme à l'époque, c'est la gauche qui me donnait l'impression d'être plus proche des gens d'origine étrangère. C'est pour cela que je me battais pour que la gauche se maintienne au pouvoir, même après le départ de François Mitterrand, qu'il y ait un nouveau président de gauche. Alors, je veux tout de suite vous dire, pour que les choses soient claires, je suis du centre droit. Et comme le centre ne marche pas en France, je suis de droite. J'ai été élu interne au sein de l'UMP, ici dans les Hauts-de-Seine. Comprenez. J'ai du mal à comprendre pourquoi les Français issus de l'immigration, comme vous et moi, pensent que leur bonheur se trouve à gauche. J'ai du mal à comprendre. Mais ça, c'est en 94. C'est ce que j'ai pensé. Vous avez évolué entre-temps. C'est ce que je dis c'est ce que j'ai pensé à l'époque. Donc, je parle bien à l'imparfait. J'ai compris. Vous avez aussi compris, j'espère, à la maison. Et la suite, c'était quoi? Il m'a répondu. C'est le président de la République qui vous répond. Oui, c'est ça, je veux dire. Il m'a répondu, sauf qu'il n'a pas satisfait ma démarche.
Gaëtan. Bon, la lettre signée Gaëtan Gors, chargé de mission à la présidence de la République française. Déjà, je trouve cela un peu insultant quand vous parle en commençant par madame. C'est monsieur qui avait écrit. Donc là, comme le prénom c'est Maïmouna, donc ils ont confondu avec Maïmouna. Je vois bien ici monsieur Da Silva. Ouais. MR, c'est pas ME. Donc, je trouve ça un peu... Bon, de toute façon, oui, la réponse est là de la présidence de la République. Et vos prédictions se sont bien révélées plus tard. Voilà. Donc, tout ça, c'est-à-dire que je vais jusqu'à la fin de la mort de la gauche. Et il n'y a toujours pas de réponse favorable. J'ai encore écrit au premier secrétaire en 1995. Qui était Lionel Jospin, je crois? Non, c'était qui? Emmanuel, pardon. Oui. Jospin arrive après lui ou avant lui? Je ne sais plus. Non, lui, il n'a jamais été premier C'est secrétaire. 95, je ne suis pas en France, hein, donc je ne connais pas. Non, il n'était pas encore, donc, parce qu'il était ministre après. Voilà. Et dans cette lettre, je disais que la gauche n'aurait jamais d'idée. Donc, il faudrait lire ça ici. Donc, là, j'ai donné ces coups de gueule parce que la gauche est à bas de la forme et fait pas souvent des gens qui disent avoir des idées. Je dis que s'il n'a pas d'idées maintenant, elle ne les aura jamais. Donc, vous pourrez lire ce qu'il écrit. Si jusqu'ici, on n'a toujours pas de discours crédibles. En 95. Je ne vois pas quand est-ce qu'on l'aura. Voilà, grosso modo, ce que vous dites sur cette page. Voilà, vous dites que si actuellement on n'a pas d'idées, donc on ne les aura jamais, parce qu'avoir des idées, c'est inné, et c'est pas l'ENA. Donc les idées, ça ne se prend pas à l'école. C'est pas à l'ENA qu'on a des idées, je suis d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle ça se murmure qu'il faut fermer cette école-là, qui reproduit les mêmes. Hein. Il y a un moule là-bas pour sortir le même genre d'homme politique. Que j'avais prévu aussi en 2013 que ça devait fermer, ce que vous dites. Voilà. Et que donc, il y a la réponse derrière celle-ci, qui dit qu'il n'a besoin de personne. Ah ben je vais le lire, je vais la lire, la réponse. Parti socialiste, premier secrétaire, monsieur Maïmouna Da Silva, oui, votre adresse de l'époque. Monsieur, notre conduite exemplaire lors des primaires vous montre que c'est notre conscience politique qui continue de guider nos pas. Avec notre candidat Lionel Jospin, nous pouvrons à la droite divisée et qui ne doit pas gouverner plus longtemps notre pays. Je vous prie de croire, monsieur, à l'expression de mes sentiments meilleurs. Et nous avons vu, quelque temps après, comment le parti... Ça s'est passé. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, où est le Parti socialiste? Ça fait 6%. Il est mort. 6%, quelqu'un qui était à 80 combien? 6%, donc le Parti socialiste, aujourd'hui, il est mort. Le Parti communiste a plongé, le Parti socialiste l'a suivi. Donc, il y a quoi maintenant? Il y a les sportifs maintenant, ils sont tous en marche. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que on va finir avec ça. On vient de privatiser la Française des G. Tout à fait. Donc, toujours en 95, j'avais dit que ce problème de chômage et surtout de déficit, donc il y a une erreur qu'on met qui amène jusqu'à ce problème-là. Comme c'est écrit ici, donc, la première réflexion, cette crise est le résultat des erreurs commises dans les années antérieures. Donc, le pire est que les erreurs en question sont toujours en cours et qu'on les prend pour acte de vertu. Ce qui veut dire qu'il faut s'attendre au pire. Ça veut dire que j'avais dit que la crise allait s'aggraver. En 1994. Mais c'était le 11 novembre 1994. Dans la lettre, ça fait 25 ans. Voilà, la lettre adressée à François Mitterrand. François Mitterrand, voilà. Tout à fait. Et toujours, donc, dans ce genre de choses, j'ai dit qu'on risquait de vendre tous les bijoux des familles, donc tout privatiser, sans pour autant enterrer les déficits en question. Donc là, on vient de vendre la Française des G. On vend tout, hein. Donc voilà, on risque de tout vendre sans résoudre le problème. Pourtant. Alors, je ne lis que des morceaux, hein, chers téléspectateurs, je ne pourrais pas tout vous lire. Donc c'est derrière ici. Alors, si l'on ne veut pas qu'un jour on finisse par vendre tous les bijoux de famille, entre parenthèses, tout privatiser, sans pour autant
atteindre l'objectif, entre parenthèses, enterrer le déficit. Si l'on ne veut pas qu'un jour les Français soient privés de sécu, il est temps de réagir. Voilà, comme je dis, ça c'est une réponse, c'est une lettre que j'ai envoyée à plusieurs gens, et c'est le Premier ministre de l'époque qui m'avait répondu. Le Premier ministre, comment il s'appelait? Alain Juppé. Ah, c'est Alain Juppé qui vous fait répondre par Jacques Leroux, chef des services des interventions, le 31 juillet 1995. Monsieur, le Premier ministre a bien reçu la nouvelle lettre que vous lui avez adressée et a pris note de vos observations. Monsieur Alain Juppé aurait bien aimé répondre favorablement à votre demande d'audience. Malheureusement, les contraintes de son emploi du temps ne lui permettront pas d'accéder à votre requête. Je vous prie de croire, monsieur, à l'assurance. Salutations distinguées, des lettres types, quoi. Donc, voilà, là c'est pour dire que, en tant qu'analyste, je me trompe rarement, donc la gauche française, la politique française n'a pas accordé l'importance, n'a pas suivi ce qu'ils voulaient. Où est-ce qu'ils se trouvent? Donc aujourd'hui, ils sont tous en bas. Comment voyez-vous l'avenir de la France aujourd'hui? La France dans 20 ans, 25 ans, vous la voyez comment? Non, ça, jusque-là, je ne pourrais pas vraiment dire parce que... 25 ans après vos prédictions, les résultats sont là, tout le monde les voit. Donc, allez, mouillez-vous encore un peu. Ça dépend de ce qui va se passer aujourd'hui et demain. C'est ce qui va déterminer qu'est-ce que sera la France dans 25 ans. Ça, ce n'est pas des prédictions, mais c'est des analyses. Je dis que, compte tenu de ça, voilà ce qui risque d'arriver. Et tout est arrivé. Donc, actuellement, si on continue sur la même voie, si rien ne change, ben ça ferait que ça s'aggrave. Alors, puisque nous sommes obligés, vous et moi, de parler pour deux. Nous ne pouvons pas parler que de la France, nous devons parler pour les pays africains. Nous sommes brûlés par le soleil, on ne peut pas l'oublier. Mais même si on l'oubliait en France, on fait vite de nous le rappeler. Nous savons très bien que la France a des intérêts colossaux en Afrique, au point où aujourd'hui, ça grince les dents. Ça grince les dents de deux côtés. En France, on a peur de perdre ce gâteau, pendant que les jeunes Africains disent « Niet, nous voulons plus voir ce genre. La France-Afrique, ça doit terminer. Le franc CFA, ça doit s'arrêter. » J'avais écrit un livre. Vous voulez bien me le donner? Il y a un livre là, ils ont vendu mon frère. Voilà, vous le prenez? Dans ce livre que j'ai coécrit avec mon ami Yannick Nambo en 2018, je faisais déjà des propositions aux autorités françaises en leur disant il est temps de changer la façon de traiter Mamadou. Mamadou, c'est un nom que vous avez encore utilisé vous aussi. Donc, car si Mamadou ne savait pas écrire son nom hier, aujourd'hui il est major de sa promotion dans les grandes écoles françaises. Le 20 septembre 2017, donc quelques mois avant moi, la Fondation Montaigne, qui est quand même une ONG qui a pignon sur rue en France, avait publié une tribune envoyée à l'Élysée, dans lequel le titre était « Est-ce que la France sera capable d'appuyer sur Restat ?» C'est-à-dire revoir les choses. Dans ce rapport, il est demandé à la France de revoir le soutien qu'elle apporte aux dictateurs africains qui restent éternellement au pouvoir. On demande aux autorités françaises de revoir jusqu'au problème du franc CFA. Rien ne doit être laissé tabou. Il est écrit dans ce rapport-là, qui n'a pas connu large diffusion. Vous comprendrez pourquoi. Vous semblez aujourd'hui pointer aussi des choses qui vont dans ce sens-là. Voilà pourquoi je vais maintenant vous demander les relations entre la France et l'Afrique. Vous, analyste politique, comment vous les voyez dans 20 ans? Donc, je dirais la même chose. Ce qui va arriver dans 20 ans, je ne peux pas le prévoir parce que je dirais, visionnaire et non voyant. Donc,
Visionnaire pense quoi de cette affaire? Visionnaire, il donne, il fait des analyses et il donne ses conclusions. Donc, ce qui va arriver dans 20 ans, ça dépend de ce qui va se passer, de ce qui se passe aujourd'hui et demain. Mais pour ce que je constate actuellement, les relations commencent un peu à se gâter, mais sauf que les dictateurs, ils tiennent toujours, la majorité tient toujours aux colons, c'est le peuple qui s'oppose. Donc, ce qui fait que pour l'instant, il n'y a pas de grand changement, mais c'est d'ailleurs pour cela que les Kémy Séba et d'autres ont eu recours auprès des Russes. Et le problème est que donc, il n'y a pas que la France. Si les Russes réussissent leur coup et qu'ils ne se comportent pas comme des sauveurs, donc l'Afrique sera encore plus abîmée que maintenant. Si vous aviez un choix entre le paternalisme français, je parle de la France car c'est elle qui chapeaute 14 pays, au moins la monnaie de 14 pays d'Afrique noire francophone. Ce sera bientôt peut-être un peu moins, mais bon, on parle de la France, nous sommes en France, vous et moi sommes certainement français ou vous apatrides. Si vous avez le choix entre le paternalisme français et le paternalisme russe, sans langue de bois, vous choisirez lequel? Pour moi, je répète ce que j'ai dit dans le discours, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Donc, donc non, je ne s'agis personne. Il faut bien mourir. Il faut mourir de quelque chose. Mourir en me battant moi-même. Donc pour moi, donc, le Messie de l'Afrique, c'est l'Afrique. Et l'Afrique est l'Africain lui-même. Ben, c'est le beau discours, tout ça. Oui, justement. Et une chose que je n'ai pas fini, pourquoi j'ai sorti ça. Oui, dites-le. Comme je dis que ça, c'est pour dire que je me trompe rarement dans mes analyses. Et donc, les politiciens français n'ont pas voulu me suivre. Aujourd'hui, on voit où est-ce qu'on en est, que ce soit pour les partis, que ce soit pour l'économie du pays. Donc, maintenant, on est à l'époque des Gilets jaunes, justement parce qu'ils n'ont rien fait. Alors, ça serait dommage que l'Afrique se passe d'un analyste qui posait sa propriété. Donc, un analyste qui a, comme un terme que je veux dire, aussi fin que je suis, je ne vais pas le cacher, sachant que j'ai rarement tort, donc j'aimerais comment que l'Afrique, que ceux qui sont en tête de cette démarche tiennent compte de mon avis. En tout cas, moi, j'aimerais les rencontrer pour que je puisse donner mon avis. Et dire que, parce que des propositions, j'en ai. Kémy Séba a dit, lui, il dit qu'actuellement, avec les Russes, ça se passe bien. Donc, c'est pour cela qu'il leur fait confiance. Actuellement? Oui, non, parce que lui, il travaille avec eux. Il a dit actuellement? Oui, oui. Donc, non, il a dit pendant le sommet que le boulot qu'ils font ensemble, donc, ils sont tout petits, mais ils sont respectés par les Russes. Mais je veux dire que c'est normal. Pendant les fiançailles, l'homme est traité comme un roi. C'est après le mariage qu'on voit le vrai visage de la femme. Est-ce que Kémy Séba, ce grand acteur, est-ce qu'il n'est pas en train de se mettre la corde au cou? Hein? Donc, comment je peux dire, j'aimerais le rencontrer pour qu'on discute et que je donne quand j'insiste qu'il y a peut-être Mamadou quelque part, donc c'est pas pour rien. Hein? Donc je répète la preuve, ce genre d'analyse, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce monde qui a fait autant d'analyses qui sont exactes. Et nous deux, oui. J'ai lu chez un téléspectateur, il avait prédit ce que nous vivons aujourd'hui en France. Hein. Et il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup plus que ça. Donc, je ne vais pas le détailler pour l'instant. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a bel et bien, il peut bel et bien avoir quelqu'un, quelque part. Donc, et je dis que moi, j'en fais partie. Il n'y a pas que moi. Bien sûr que non. Parce que j'en connais d'autres aussi. Alors, pour vous consoler, si cela peut vous consoler, est-ce que vous étiez du Parti Socialiste à l'époque où vous écriviez ces gens? Vous étiez du parti ou pas? Non, je n'étais pas du parti. Alors, je vais vous dire qu'au sein du Parti Socialiste à l'époque,
il y avait des têtes fortes comme Bernard Braga, qui est mon ami et mon autre chroniqueur politique. Bernard Braga fut la voix interprète de Nelson Mandela quand il vint en France après sa sortie de prison. Vous voyez, Bernard Braga était conseiller technique de Max Gallo à l'époque où François Hollande était directeur de cabinet. Vous voyez, Bernard Braga est l'homme qui a combattu Jacques Médecin dans la mafia du Var. Est-ce que vous voyez la tête de l'homme? Si je vous dis qu'il n'a pas été écouté au Parti socialiste, il a écrit un livre intitulé « Le général de gauche ». Chers téléspectateurs, Amazon, le général de gauche. Lisez-le, Jospin Lauré, Jospin qui le connaissait très bien. Hein? C'est Jospin qui lui a demandé de placer Manuel Valls à Évry. Je le dis face caméra. Et c'est Bernard qui place Manuel Valls à Évry. Même lui, qui avait ce bagage-là, n'a pas été écouté au Parti socialiste ces années-là. Comment vouliez-vous que vous l'obteniez qu'on vous écoute? C'est ça aussi votre gauche. Et c'est ça le problème. Donc, le fait de ne pas écouter les gens qui ont un tel bagage intellectuel, c'est ça qui les a fait couler. Il faut sortir de l'ENA pour être quelquefois écouté. Voilà. Bon, Monsieur Da Silva, je pense que cet entretien a été riche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est très bien. Oui, c'est bien. Oui. Très bien. Vouliez-vous ajouter un dernier mot avant qu'on clôture à cette émission? Ce que je fais, donc, j'ai fait encore appel aux gens comme des célébrités d'origine africaine et qui pourraient avoir une influence sur les démarches actuelles. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un parce qu'on peut bien faire des choses. Comme je suis en train de faire appel auprès de Kémy Séba, aussi bien les autres qui ne sont pas dans la politique, mais qui s'intéressent au problème de l'Afrique. Et qui ne veulent pas que protéger leur beefsteak, quoi. Vous voulez dire? Voilà. Bon, c'est bien de manger, de penser aux autres. Chers téléspectateurs du Bœuf Politique, j'espère que vous avez aimé ce programme. Si vous voulez revoir M. Da Silva, il suffit de demander, il reviendra. J'espère que son propos vous a plu et vous a édifié. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation difficile en Angola, au Cameroun, en France, en Afrique, en Europe, gardez quand même la banane, au moins jusqu'ici. Bye bye. Au revoir, M. Da Silva. Au revoir. Et merci de m'avoir reçu. Je vous en prie.